Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, jeudi 9 mars. Voici les titres. Droits des femmes. Les femmes incarcérées de la prison centrale de Franceville célèbrent la journée internationale des droits des femmes. C'était en compagnie du réseau des femmes élues locales. École publique de Bambochine, visite de la première dame Sylvia Bongo Ondimba et de la ministre de l'Éducation nationale à l'école publique de Bambochine. La première dame souhaite apporter de l'aide à ses apprenants. Vous le verrez. Ligue des champions, match retour Bayern Munich contre Paris Saint-Germain à l'Alliance Arena. Le club munichois a ruiné tous les espoirs de qualification en quart de finale du club de la capitale. En ouverture, le Royal Coast qui voulait rallier Port-Gentil dans la province de l'Ouest-Maritime a coulé dans la nuit du 8 au 9 mars 2023, seulement quelques temps après le démarrage. Selon quelques sources, l'équipage a constaté que le bateau prenait de l'eau et aurait décidé de faire demi-tour pour tenter désespérément de revenir au port de Libreville. Au moment où nous vous donnons cette information, le président de la République, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement ont effectué une descente au port Molle pour s'enquérir de la situation. Le bilan du naufrage n'est pas encore certain. Plusieurs sources parlent de 2 morts. Nous y reviendrons plus en détail dans notre journal de 20h. Qu'à cela ne tienne, écoutons cette déclaration du gouvernement. Dans la nuit du 9 mars 2023, aux environs de 3h58, le navire Esther Miracle de la compagnie Royal Coast a coulé au large de Libreville. Une fois l'alerte donnée, des secours ont été rapidement dépêchés sur les lieux du naufrage. À ce stade, 121 personnes ont été secourues et nous déplorons malheureusement 2 décès. Les recherches se poursuivent actuellement. Les services de santé militaire ont été mobilisés pour la prise en charge des rescapés et une cellule de prise en charge psychologique a été également mise en place. Une enquête est ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de ce drame. Le procureur de la République a été également saisi. Nous tiendrons un point d'information régulier en fonction de l'évolution de la situation. Il est important de rappeler qu'un navire dénommé MV Antoinetta qui transportait uniquement des marchandises telles que des ustensiles de cuisine et des récipients avait chaviré le 15 février dernier au port Molle de Libreville. Aucune perte en vies humaines n'avait été enregistrée. Toute autre actualité à présent, Bambochine, où la première dame s'est rendue à l'école publique de Bambochine, se rendre compte des difficultés de cette école afin d'apporter son soutien dans le but d'améliorer le cadre d'apprentissage de ses élèves. Sylvia Bongo Ondimba était accompagnée de la ministre de l'Éducation nationale. Presse présidentielle. La première dame à l'école publique de Bambochine, la visite est inopinée. Sylvia Bongo Ondimba est venue se faire une idée nette de l'environnement dans lequel évoluent apprenants et enseignants de cette école du 6e arrondissement de la capitale gabonaise. Soucieuse du bien-être de chaque enfant, ce déplacement de la première dame représente une lueur d'espoir dans l'amélioration des conditions d'enseignement. La première dame est venue s'enquérir des difficultés de l'école publique de Bambochine. Et au terme de cette visite, il a été retenu que la fondation Sylvia Bongo Ondimba fera dans un avenir très certainement proche une réhabilitation et une extension de l'école publique de Bambochine, connaissant l'efficacité de la première dame, surtout de sa fondation qui fait quand même assez d'efforts pour aménager et arranger certaines situations depuis que cette fondation existe. Donc nous fondons nos espoirs à la personne de la première dame avec sa fondation pour que toutes ces situations qui ont été présentées
soit réalisée. Dans les salles de classe, les unes à la suite des autres, du pré-primaire au primaire, l'épouse du chef de l'État a surpris les élèves visiblement heureux d'échanger avec celle qu'ils ont affectueusement appelée Maman Sylvia. Au cours de cette visite, la première dame n'a pas hésité d'être une oreille attentive auprès des parents d'élèves, majoritairement des femmes, ici, à l'école publique de Bambouchine. On a vraiment beaucoup de problèmes ici là, à Bambouchine, surtout quand il pleut. Nos enfants ont vraiment du mal à aller à l'école parce qu'il y a vraiment la boue. Il y a aussi un problème de courant. On traverse vraiment des moments très difficiles. On croit beaucoup en elle. La visite de la première dame va faire avancer les choses. La visite de cette école s'inscrit dans le cadre du projet L'école de l'égalité des chances de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Ce programme vise à offrir aux élèves des quartiers enclavés un environnement propice à leur développement personnel. Accompagnée du ministre de l'Éducation nationale, la première dame a aussi visité le dispensaire de Bambouchine situé à quelques mètres de l'établissement et qui sera également réhabilité pour le bien des populations. Les jours à venir s'annoncent sombres dans les mairies du Gabon. Des mouvements de grève en perspective pourraient paralyser les activités au sein des collectivités locales. Propos tenus par les représentants des agents municipaux réunis hier autour d'une table. Ils revendiquent toujours des meilleures conditions de vie. Jessica Ondjoa. La situation qui prévoit la mairie de Libreville est loin de connaître son épilogue. On peut avoir pour preuve cette rencontre qui annonce des jours sombres au sein de cette institution publique. Situation qui certainement, dans les jours à venir, va connaître de sérieuses perturbations dans le fonctionnement de notre mairie, des mairies d'arrondissement. Et vous voudrez bien excuser les agents municipaux pour les problèmes à venir à établir qui un acte de naissance, qui un acte de décès, qui un acte de mariage ou pire encore, ceux qui ont des corps enterrés dans les services déconcentrés de nos cimetières municipaux. Les jours à venir s'annoncent sombres. L'agent municipal, certes, sait être patient, mais lorsqu'il se sent abusé, il sait être intraitable. C'est l'occasion pour Madame le maire et ses acolytes de découvrir le vrai visage de l'agent municipal à la fin de mandat. Une année s'en est allée et malgré la médiation avec le gouverneur de la province de l'Est hier, la prise en compte de la carrière des agents municipaux, la gestion de l'institution municipale selon les textes, le déroulement de la carrière des agents municipaux contractuels et autres collaborateurs demeurent des éléments qui empêchent le bon fonctionnement de la mairie de Libreville. Nous observons aujourd'hui que la situation est pire qu'avant, puisque ce bureau du conseil, cette administration s'illustre dans les mêmes pratiques, sinon pire. Voilà, mesdames et messieurs, la trame du message de ce jour, qui consiste simplement à appeler l'attention de l'opinion publique sur la situation qui prévaut à la mairie. Il nous apparaît donc opportun de nous adresser à vous ce jour, ayant constaté une fois de plus, une fois de trop, la mauvaise foi des autorités qui nous gèrent, qui ont choisi de faire dans le pourrissement au lieu de s'appliquer à mettre en œuvre les recommandations qui découlent de la médiation. Au sortir de cette rencontre, les agents grévistes ont annoncé une grande assemblée générale décisionnelle. Grève à la mairie de Libreville, justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jessica Ondjoa de notre rédaction. Jessica, bonjour. Bonjour. Dites-nous, Jessica, qu'est-ce qui peut expliquer les grèves à répétition à la mairie de Libreville? Bien, vous savez que lorsque les agents d'une institution observent un mouvement de grève, cela voudrait effectivement dire qu'il y a problème, qu'ils revendiquent quelque chose. Et donc, en absence de solution, je pense que ces derniers vont rebondir, chercher des mécanismes pour faire entendre leur voix. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les agents municipaux. Cela fait effectivement plus d'un an qu'ils sont en grève, qu'ils cherchent une porte de sortie de crise, qu'ils revendiquent revendication après revendication, notamment la gestion de l'administration en marge des textes. Ce dossier a été déposé sur la table du gouverneur de la province de l'Est hier, Marie-Françoise Dikumba.
Justement, pensez-vous que l'implication du gouverneur peut avoir un réel impact dans l'aboutissement de ce mouvement de grève? Sa contribution peut probablement être fondamentale, s'avérer fondamentale. Vous savez que le gouverneur est une autorité déconcentrée qui représente le chef de l'État au sein d'une province. Et donc, à ce niveau de responsabilité, ces propositions peuvent avoir un réel impact sur les négociations. Au sortir de la médiation, il y a quelque temps, un certain nombre d'engagements a été pris, des engagements qui devront être réalisés par le maire de la commune de Libreville, Christine Bantuntum. Bien, alors, au cas où les menaces sont mises à exécution par les grévistes, quelles pourraient être les conséquences? Ces agents se trouvent actuellement au bout du gouffre, et s'ils venaient à fermer la mairie de Libreville et ses arrondissements, la difficulté va se faire sentir. La difficulté dans l'établissement des actes de naissance, la difficulté en termes de célébration de mariage et autres papiers administratifs. Et donc, les conséquences seront très lourdes pour la population, comme ça s'est passé dernièrement lors de la fermeture de la mairie, de l'hôtel de ville et ses arrondissements. D'accord, merci Jessica pour ces différents éléments de réponse au sujet de la grève à la mairie de Libreville. C'est moi qui vous remercie. Nous poursuivons dans cette édition d'information cap dans le Haut-Ogooué à Franceville où les femmes incarcérées à la prison centrale de Franceville ont été honorées hier par le réseau des femmes élues locales du Gabon à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Wilson Obakassa, notre reporter sur place. Centrales des Franceville ont été honorées ce 8 mars par le réseau des femmes élues locales du Gabon. En présence du directeur de ce pénitencier, la vice-présidente du dit réseau est venue ici remettre quelques kits alimentaires et hygiéniques à ses prévenus. Après une rencontre déjà avec leurs différents responsables, il nous avait été informé qu'il y avait des femmes qui étaient abandonnées à elles-mêmes, qui n'avaient pas de visite ici. Et nous avons décidé alors de venir ici ce matin apporter ces kits d'hygiène à ces femmes-là. Et aussi leur dire que tout n'est pas perdu. Ce n'est pas parce qu'elles sont ici incarcérées qu'il n'y a pas de vie demain. Donc leur exhorter à ce qu'au sortir d'ici, elles peuvent rencontrer des femmes qui seront là disposées. Un élan de solidarité qui a été chaleureusement salué par la chef des services surveillance féminine. Tout apport moral, matériel ou en numéraire est un soulagement pour ces femmes qui, pour certaines d'entre elles, ne sont pas assistées. Ainsi, votre don vient à point nommé, car il leur redonne espoir et chaleur. Souhaitons que ce genre d'initiative à l'endroit des femmes en conflit avec la loi, qui cadre parfaitement avec la vision de la première dame, Madame Sylvia Bongo-Ondimba, se pérennise. Le centre pénitentiaire des Yéné compte à ce jour 12 détenus, parmi lesquels 10 adultes et 2 mineurs, dont la plus jeune est âgée de 16 ans. Toujours à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme dans la province du Wellington, ce sont quelques initiatives isolées des femmes qui se sont manifestées dans la ville. Maya Meza sur les images de Curtis Ndé, notre reporter sur place. Bien que les femmes représentent près de la moitié de la population mondiale, l'écart technologique et l'accès à Internet restent en leur défaveur par rapport aux hommes. À OIM, le constat est le même. Au niveau du centre social ici, nous n'avons pas d'Internet en tant que tel, on n'a pas de Wi-Fi. Mais tout dernièrement, les agents ont cotisé pour que nous puissions avoir le Wi-Fi, pour que nous allions sur Internet, avoir des informations qui sont vérifiables. Mais entre-temps, nous n'en avions pas. Ce n'est qu'à partir de cette semaine que nous avons le Wi-Fi par les cotisations des agents. Si les femmes ne peuvent pas accéder à Internet et ne se sentent pas en sécurité en ligne, elles ne sont pas en mesure de développer les compétences numériques nécessaires et de s'engager dans les espaces numériques, ce qui diminue leur possibilité de poursuivre des carrières
dans les domaines des sciences et autres. Mais les sœurs qui vont au mondial ont des grandes difficultés à payer les taxes, les sanitaires, le commerce, l'assemblée, la concurrence, la douane, sans penser qu'un car coûte 60 000 francs de location. Et ce car-là, elles arrivent à 200 000 francs de dépenses pour amener le secours. Vous voyez que ces femmes-là ne gagnent plus grand-chose. D'autres ont choisi de faire le commerce ambulant pour valoriser le statut de femme. C'est très bien. Au lieu de se lancer dans des choses abominables, des choses sans valeur, c'est mieux de chercher à faire quelque chose avec ses doigts. Et moi, je suis bien fière de ce que je fais. Cette édition 2023 de la Journée internationale des femmes se déroule sous le thème de l'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes, pour un monde digital inclusif. Il permet de saluer et de célébrer les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. La célébration explore l'impact de l'écart numérique entre les sexes sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales et permet de mettre également en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques. Restons dans la célébration de la Journée mondiale des droits de la femme. Après plus d'une décennie de lutte sociale pour réduire le sexisme dans le corps législatif au Gabon, les femmes doivent continuer de défendre leurs droits. Le bilan est sans appel, il faut passer du papier à l'action. Carmen Ehegé. Dans l'obscurité de son bureau, en cette journée du 8 mars, Nicole Guémin-Métogo et une de ses consoeurs du comité de suivi du plan gouvernemental Gabon Égalité se penchent à nouveau sur les lois en faveur de la lutte contre le sexisme. Le Gabon, depuis 2019, a amorcé une série de réformes juridiques pour nettoyer tout ce qui est loi discriminatoire à l'égard de la femme. Et cela a débouché effectivement à l'adoption de textes. Je parle ici de la loi 006, la loi 004 et la 005. Des lois notamment relatives à la condamnation des violences faites aux femmes, grand pan de la campagne de sensibilisation de Gabon Égalité. Ces avancées légales ont valu au Gabon d'être désigné comme le meilleur pays africain en matière d'abolition des inégalités fondées sur le genre. Néanmoins, la société civile appelle à continuer les efforts. On peut effectivement avoir un corpus juridique qui est très favorable à l'égalité des sexes, mais cependant, tout à côté, avoir des pesanteurs socioculturelles qui mettent à mal telle loi-là. On devrait également entamer un travail de fond, déjà pour la mise en œuvre de tout cela, de tout ce travail-là qui est fait. Il faut que les praticiens du droit s'approprient de ces dispositions juridiques-là. Il faut que les femmes elles-mêmes s'approprient de tout cela. Ainsi, les deux femmes s'accordent pour conduire plus de campagnes d'éducation, autant pour les futurs juges et avocats qui devront s'emparer des textes, que pour les jeunes femmes, écolières, lycéennes et étudiantes qui seront les actrices du changement de demain. Souvent victimes de violences de tout genre, les femmes connaissent-elles véritablement leurs droits? Pour en savoir plus, Jessica Anjo a tendu son micro à quelques-unes dans les rues de la capitale. Regardons. Sur 20 femmes interrogées dans les rues de Libreville, en rapport à la journée consacrée aux droits des femmes, seules 2 sont sorties du lot en apportant ces quelques définitions. Comme on a droit à l'éducation et on a droit aussi au vote. C'est spirituel ou c'est un être humain comme nous tous qui a créé ces droits. Parce que chaque individu a des droits. Au moment où tu nais, tu vis, tu as des droits. On n'a pas besoin d'une journée pour avoir les droits des femmes. Parce que quelle que soit la journée, la femme sera toujours battue, la femme sera toujours au foyer, la femme sera toujours sous-traitée. Mais vous avez oublié une seule chose, c'est que c'est la femme qui donne la vie. Comme partout ailleurs, la femme est à l'honneur seulement. On a le sentiment que ses droits varient selon les circonstances, les lieux, mais également les pays d'origine. S'il faut s'occuper des enfants et du foyer, vous savez que tout repose sur la femme. Et je dis toujours aux gens qu'il faut qu'on vous respecte.
Pourquoi respecter? Parce que la majorité de ceux que nous sommes devenus, moi par exemple, c'est parce qu'il y a eu une femme qui a su respecter ses droits de femme, de mère, de sœur et de fille au foyer. Je pense que la femme a les mêmes droits que l'homme. Hein. Maintenant, la mienne, je pense qu'elle a tous les droits. Le droit d'être heureuse, le droit à l'épanouissement, le droit au confort, le droit au bonheur, le droit à la protection, le droit à la sécurité. Et voilà, je souhaite que toutes les femmes soient comme la mienne. Les droits de la femme, oui, elle est égale à l'homme. Je reviens sur ce que j'ai dit. Du point de vue administratif, mais au niveau du foyer, chacun a son rôle. L'ensemble des règles juridiques officiellement établies au sein d'une société dans l'objectif d'organiser les rapports entre les personnes est appelé droit. De ces droits de la femme, il apparaît l'accès à l'éducation, l'intégrité corporelle et d'autonomie, le droit à la communication, à l'assistance humanitaire, pour ne citer que cela. Sous le thème Digital Hall, innovation, technologie pour l'égalité des sexes, la célébration par les Nations Unies de la Journée internationale de la femme 2023 a souligné la nécessité d'une technologie inclusive et transformatrice et d'une éducation numérique. Maya Meza pour le reportage. C'est la femme qui donne la vie, elle est le bras droit de l'homme, et c'est elle qui éduque. Pour célébrer la journée de la femme dans sa totalité, le président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est adressé aux participants. À cet effet, je suis ravi de célébrer la Journée internationale de la femme et de me joindre à votre appel pour une innovation, une éducation numérique et une technologie inclusive. Selon Antonio Guterres, la violence populaire en ligne est une attaque directe contre la démocratie et censure effectivement les femmes, les chasse de leurs fonctions et émousse l'ambition des filles de devenir des leaders. Nous avons besoin d'action pour créer un environnement numérique sûr et tenir les harceleurs, les agresseurs et les plateformes numériques qui leur permettent de rendre des comptes. C'est pourquoi j'ai appelé les gouvernements, les régulateurs, les entreprises technologiques et les médias à mettre fin à la haine, à mettre en place des garde-fous et à les faire respecter. C'est pourquoi nous travaillons à l'élaboration d'un code de conduite pour l'intégrité des informations sur les plateformes numériques. Le chef de l'Organisation des Nations Unies Femmes, Sima Samou Baous, a également souligné les problèmes liés au harcèlement. Les militants sont partout debout et appelant à mettre fin aux harcèlements, à la violence, à la discrimination dans l'éducation, sur le lieu de travail, dans la législation, dans tous les aspects de leur vie. Aujourd'hui, Journée internationale de la femme, affirmons notre détermination à honorer le travail courageux et infatigable de toutes ces femmes. L'événement de haut niveau a réuni des technologues, des innovateurs, des entrepreneurs et des militants pour l'égalité des sexes afin de fournir l'occasion de mettre en évidence le rôle de toutes les parties prenantes dans l'amélioration de l'accès aux outils numériques. Vu comme l'une des parties les plus importantes du corps de la femme, le périnée a été au cœur d'une séance de formation à l'attention des sages-femmes. Chimène Lindong, reportage. Améliorer les compétences des sages-femmes dans l'accouchement et la prise en charge des femmes enceintes en situation de périnée était le but de cette séance de formation. Le périnée, c'est la partie anatomique de la femme qui sera excessivement sollicitée au moment de l'accouchement. C'est-à-dire au moment de l'accouchement, c'est un paquet de muscles qui se trouve entre le vagin et l'anus et c'est ce gros paquet de muscles qui va s'étirer, s'emplier pour laisser le bébé passer. Le périnée, tout comme d'autres parties du corps, peut être facilement atteint, d'où l'intérêt de cette formation. On ne fait pas assez attention à cette partie parce qu'une fois qu'elles ont accouché, on oublie qu'elles ont eu des problèmes au moment de l'accouchement.
Et ce n'est qu'après une prochaine grossesse qu'on va constater qu'elle a eu des difficultés, des incontinences, etc. liées à un précédent accouchement. Pour les sages-femmes, participer à un tel renforcement des capacités répond fondamentalement au besoin de s'adapter à l'évolution de la science. Personnellement, ça m'apporte beaucoup parce que chaque jour, la science évolue et donc il est important de se remettre à niveau pour bien évidemment bien pratiquer et surtout apporter le meilleur. Pour coller à l'actualité, cette formation entre en droite ligne avec la célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale du rein. Les activités en rapport avec ladite journée ont débuté hier au Gabon. Chimène Lindong. Première activité de la Journée mondiale du rein au Gabon. Les portes ouvertes du Centre national d'hémodialyse du Centre hospitalier universitaire de Libreville avaient pour objectif d'informer, de sensibiliser sur les gestes et les actes préventifs de la maladie du rein, une maladie de santé publique. La célébration de la 18e édition est placée sous le thème « La santé rénale pour tous », se préparer à l'imprévisible, maîtriser la vulnérabilité. Déjà, on en a deux. Ce sont deux petits organes en forme de haricots qui sont situés derrière les côtes de chaque côté de la colonne vertébrale. Et donc les reins ont sensiblement 10 à 12 cm de longueur et ce sont ces reins-là qui ont le rôle de sécréter l'urine. Le mode de vie et souvent la mauvaise alimentation affectent le rein, ce qui entraîne un dysfonctionnement et finalement une insuffisance rénale, parfois chronique, ce qui va imposer aux patients des séances d'hémodialyse. Séances entièrement prises en charge. La prise en charge des malades, jusqu'ici, elle est consacrée à la prise en charge des patients qui sont déjà en insuffisance rénale chronique terminale, par l'octroi, par la réalisation des séances d'hémodialyse. Donc le rein étant malade, étant défaillant, ne peut plus nettoyer convenablement les reins, ne peut plus nettoyer convenablement l'organisme. C'est pourquoi on fait ce qu'on appelle des séances d'hémodialyse. Parce qu'avec le bras séculier de l'État qu'est la CNAM-GS, les séances de dialyse sont prises à 100%. Donc les patients hémodialysés, leurs séances de dialyse sont prises à 100% par la CNAM-GS. Généralement, l'hypertension et le diabète sont des facteurs générateurs et aggravants de l'insuffisance rénale. L'hypertension artérielle et le diabète. Mais à côté de ces deux causes que je viens de citer, il y a également des infections. Les moyens pour prévenir l'insuffisance rénale, mais c'est simple, c'est déjà dans son hygiène de vie, dans l'hygiène de vie, ne pas manger trop gras ni trop sucré, moins de stress, avoir assez d'activité physique, au moins 30 minutes 2 fois par semaine. Ceci va permettre de diminuer l'hypertension artérielle pour ceux qui ont des facteurs de risque d'hypertension artérielle. La Journée mondiale du rein a été inspirée par l'augmentation croissante du nombre d'insuffisances rénales et c'est la Société internationale de néphrologie, en collaboration avec la Fondation des associations engagées dans cette lutte contre l'insuffisance rénale, par qui cette journée a vu le jour. L'hémodialyse absolument nécessaire pour les patients atteints d'insuffisance rénale sont réalisées grâce au générateur de dialyse. Comment fonctionne-t-il? Suivant ces explications. Ce générateur de dialyse, c'est la solution ultime pour la prise en charge des personnes qui sont atteintes de l'insuffisance rénale chronique. Il est composé de 3 parties. Nous avons la partie digitale qui sert à mettre les paramètres du patient. Nous avons la partie du circuit extracorporel. Tout ce que vous voyez là, c'est le circuit extracorporel. Et vous avez la 3e partie, c'est la partie hydraulique. Cette partie consiste à recevoir le bicarbonate, le bibag, le bidon d'acide et de l'eau traitée de la ECG qui forme le dialysa. Le dialysa, c'est une solution qui avoisine qui est proche du plasma. Lorsque le patient arrive, nous avons ici
les deux lignes qui représentent l'artère et la veineuse. Donc la ligne artérielle consiste à tirer le sang du patient par l'entremise de cette machine, le moteur qui tire le sang, qui fait le circuit dans la machine, et la ligne veineuse pour ramener le sang propre, le sang épuré dans l'organisme. Et tout se passe par ce module. On l'appelle le module, ou bien le rein artificiel. Donc tout se passe ici. Ça se passe comment? C'est-à-dire que ici, les échanges se font entre le sang et le dialysat. C'est-à-dire quand il y a un échange, il y a un qui donne à l'autre ce que l'autre n'en a plus, et ça se compense. Donc ça se passe à ce niveau-là. Et le sang épuré repart dans l'organisme. Les déchets partent dans les égouts pour aller à la poubelle. Cap à l'international en République démocratique du Congo où la peine de mort a été requise mercredi à Kinshasa contre 6 hommes jugés par un tribunal militaire pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, de son garde du corps et d'un chauffeur en février 2021 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les 3 hommes avaient été tués par balle après être tombés dans une embuscade au bord du parc national de Virunga, dans la province du Nord Kivu, une région en proie aux violences de groupes armés depuis près de 30 ans. Lors des audiences, le ministère public a présenté les accusés comme des membres d'une bande criminelle et coupeurs de route qui, au départ, n'avaient pas l'intention de tuer l'ambassadeur, mais de le kidnapper et de demander $1 million pour sa libération. 5 des 6 prévenus sont détenus dans une prison, le 6e étant en fuite. La même peine a été requise pour tous. Écoutons à cet effet le procureur militaire et l'avocat de la défense. Il plaise à votre tribunal de dire établi en fait comme en droit les infractions mises à charge de ceux-ci devant preuve, à savoir l'association de malfaiteurs, la détention illégale d'armes et munitions de guerre et le meurtre. Pour le prévenu Chimi Manamarco Prince, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à 20 ans pour détention d'armes et munitions de guerre, à la peine de mort pour meurtre. Et nos clients, durant les audiences précédentes, ont toujours plaidé non coupables. Donc ils ne reconnaissent pas ces faits et que c'est à tort que le ministère public vient de requérir la peine de mort à leur charge. Sport à présent, le match retour des 8e de finale de la Champions League entre le Bayern Munich et Paris Saint-Germain s'est joué hier. Un exploit parisien était attendu, mais le Bayern Munich a été sans pitié pour le club de la capitale. Herman Malaga, Moussavou. Considérés comme les 2 meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé et Lionel Messi ne sont pas parvenus à trouver la faille pour le PSG dans une défense munichoise très bien en place. Mercredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Attendu comme sauveur d'un Paris Saint-Germain battu à l'aller dans son Parc des Princes 1-0, ni Kylian Mbappé ni Lionel Messi n'ont réussi à briller mercredi soir pour tenter d'arracher la qualification d'écart dans la compétition reine du football européen. Le coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, se prononce après cette élimination. C'est l'histoire d'une saison singulière avec un calendrier très chargé pour mes joueurs. Et dans cette double confrontation, évidemment qu'il nous a manqué des joueurs importants. Et ce soir, même si nous avons fait une très bonne première période et que sur nos temps forts, on n'a pas pu marquer, évidemment que la sortie prématurée de Marquinhos, notre capitaine, avec à la pause aussi la sortie de Nordi Mukiele, l'absence de Kipembe, mais moi je ne vais pas me réfugier à ça, c'est un jeune de 17 ans qui rentre, et évidemment que voilà, l'effectif était sur la double confrontation très, très affaibli. Malgré une première période aboutie et plusieurs occasions de but créées, avec un Sergio Ramos très offensif sur la rencontre, Paris va prendre 2 buts en deuxième période et voir tout espoir de qualification en quart disparaître.
D'abord par l'entremise de l'international camerounais Eric Maxime Choupo-Moting, 61e minute de jeu, et Serge Gnabry, 29e minute de jeu. Julian Nagelsmann explique les raisons de cette réussite. On a eu de la qualité, de la passion dans la deuxième mi-temps. Aussi, dans notre défense, les garçons se sont nourris de leçons de la première mi-temps pour mieux faire dans la deuxième, et grâce à cela, beaucoup de choses étaient possibles. Quand on arrive à placer notre jeu, on est difficile à battre. Finalement, le projet qatari de remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain s'avère une équation assez difficile à résoudre. Cette énième désillusion aura-t-elle des conséquences pour le club? En l'occurrence, un potentiel départ de Kylian Mbappé. Affaire à suivre. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.